Bonjour. Donc, Bonjour. l'association BTS France, dans le cadre de l'anniversaire de RM, le leader de BTS, a décidé de créer un événement cette année autour de la chanson Moonchild, Enfants de la Lune, et donc autour de l'association Les Enfants de la Lune, dont nous accueillons aujourd'hui Wafa, la présidente. Bonjour Wafa. Bonjour. Et Asia, donc secrétaire de l'association, c'est ça, secrétaire générale de l'association, Secrétaire adjointe. secrétaire adjointe de l'association et maman de Soumaya. Bonjour Soumaya. Bonjour. Dans un premier temps, je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion d'écouter cette chanson Moonchild ou d'en lire les paroles. Oui, on l'a écouté, oui. C'est vrai que c'est assez touchant. Ça nous, je vais pas dire que c'est notre quotidien parce que ça reste quand même des paroles qui sont assez fortes hein, Oui, voilà, avec un côté assez dramatique. Et heureusement, c'est pas ce qu'on vit au quotidien. Mais voilà, c'est des belles paroles et oui, ça, c'est quelque chose qui m'a touchée. j'aimerais dans un premier temps que l'on parle de la maladie. Donc, expliquez-moi ce qu'est la maladie des enfants de la Lune, qui, je crois, a un nom scientifique d'abord. Tout à fait. Donc, en fait, le nom scientifique, c'est un nom qui est assez barbare. C'est Xeroderma pigmentosum, qui est un mot latin qui veut dire peau sèche pigmentée et qui est vraiment représentatif des symptômes de la maladie, puisque c'est des enfants qui ont une peau très sèche dès la naissance et qui D'accord. développent une pigmentation qui évolue assez rapidement dès l'âge de 12 mois. Et cette pigmentation, ces taches de rousseur, c'est en fait des cellules qui peuvent dégénérer en cancer. Bon, et on connaît l'origine de la maladie? L'origine de la maladie, comment dire, c'est une maladie génétique orpheline, D'accord. une maladie de la peau, donc une sensibilité aux UV. Et comment dire, pour que la maladie soit transmise à l'enfant, il faut que les deux parents soient porteurs du gène, en D'accord. fait, du gène de la maladie. Et donc, par exemple, quand on prend l'exemple de ma famille, enfin de ma famille, de mes enfants, j'ai une grande qui a 10 ans, qui n'est pas atteinte de la maladie, mais par contre, elle est porteuse du gène. Et D'accord. la maladie a été transmise à Soumaya, qui est la plus petite. Donc, les D'accord. cas qui sont le plus touchés par la maladie, c'est ceux qui sont d'origine du Maghreb. Il y a des cas en Europe, des cas en Asie. Et la plupart, oui, c'est de ces pays-là. Si je ne me trompe pas, Wafa. Si je dis pas de Oui, bêtises. oui, Je je te te confirme, effectivement, il y a une incidence plus forte au Japon, au Maghreb et au Moyen-Orient, qui s'explique surtout du fait que culturellement, il y a beaucoup de consanguinité, de mariage consanguin. Et donc, forcément, comme le gène est transmis par les deux parents, ça favorise D'accord. l'incidence comparé à l'Europe. Ah oui. Savez-vous combien il y a d'enfants de la Lune ou porteurs de cette maladie en France et dans le Il y en monde? a, il y en a 93 en France, si je ne me trompe pas, D'accord. Wafa. Ouais. On dit maintenant une petite centaine parce qu'on a du mal à les répertorier. Mais bon, globalement, on les connaît tous, mais oui, moins de 100 cas en France. D'accord. Oui, donc elle entre dans le cadre des maladies orphelines Tout à au fait. nombre de cas. Et cette maladie est-elle reconnue comme un handicap? Oui, mais pas dans tous les départements, malheureusement. Dans la majorité, oui. On a un vrai problème en France sur cette prise en charge, c'est que comme tout est géré au niveau des départements, c'est vraiment au bon vouloir et à la connaissance du médecin conseil du département qui va ou non attribuer un handicap. Et notre rôle principal à nous, l'association, c'est d'accompagner les familles dans l'élaboration de leur dossier auprès des maisons départementales pour personnes handicapées pour faire valoir ce droit, puisque c'est une maladie qui est handicapante, parce que c'est des personnes pour lesquelles il y a beaucoup de choses qu'elles ne peuvent pas faire en autonomie. Aller acheter une baguette de pain, par exemple, ça ne peut pas être fait en autonomie. Donc, quelles sont
les, les conséquences au quotidien de cette maladie, les inconvénients au quotidien de cette maladie et les conséquences donc d'une exposition au soleil, puisque je crois que c'est l'essentiel du problème. Les conséquences au quotidien, comment dire, c'est une maladie où l'enfant, lorsqu'il est atteint, doit se protéger d'une certaine façon. Comme on l'a dit, c'est une maladie qui est génétique orpheline, donc il n'y a pas de traitement qui existe à l'heure actuelle. Donc la seule solution, c'est de les protéger vraiment d'un point de vue optimal, comment dire, d'un point de vue vestimentaire. Et donc, ils ont leur casque, leur masque de protection, avec des gants assez longs. Et la matière comment dire, qu'on va privilégier, c'est la matière jean, parce que c'est la matière qui ne laisse pas passer les UV. Comment dire, donc voilà, il faut qu'il n'y ait pas, en fait, pas 1 millimètre de peau qui soit exposé. Et s'il y a exposition, imaginons par exemple un enfant de la Lune qui ne se protège pas, a une espérance de vie de 15 ans. Parce qu'en fait, du fait qu'ils sont atteints de cette maladie, leur peau n'a pas la capacité à se réparer naturellement. Et donc, beaucoup plus de chances, 1000 fois plus de chances de contracter des cancers de la peau à répétition. Et donc, ça va fortement atteindre l'espérance de vie, en fait. D'accord. Ça a un lien avec la mélanine ou pas du tout? Je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, en fait, globalement, c'est un vieillissement accéléré de la peau. Et donc, on le voit souvent chez les personnes âgées, elles ont des taches brunes sur les mains, sur le Oui, des visage, taches de sur le mélanine, crâne. justement. Et bien, en fait, nos enfants, ils ont ça dès l'âge de 12 mois. Et c'est pour D'accord. ça qu'on doit être vigilant et c'est pour ça que l'espérance de vie, elle est considérablement réduite si on ne protège pas la peau de nos enfants. Alors, j'avais vu dans le documentaire avec Assia et Soumaya, tu vas à l'école. Oui, en CE1, youpi. Entre au CE1. Génial, donc Ouais. c'est bientôt là. C'est demain que tu rentres. Ah oui. C'est demain que tu rentres, Maria? Oui, je rentre demain. Tu rentres demain, t'es contente? Oui. Oui. Alors, donc, tu vas à l'école avec une protection complète. Tu as la protection des mains, tu as la protection de la tête et tu as un globe. Le globe est également anti-UV, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà. Et comment se passent tes journées à l'école? Très bien. D'accord, mais quand tu arrives, il y a qui t'attend, par exemple? Karine. Et Karine, c'est qui? C'est ton AESH. Donc, elle est là pour s'occuper de toi, pour veiller à ta sécurité, c'est ça? Oui. Alors, je vais t'aider un petit peu. Est-ce qu'à l'intérieur de la classe, est-ce que tu as besoin de garder ton équipement? Non. Non, tu peux le retirer. Donc, la lumière par les fenêtres ne te dérange pas. Pourquoi tu peux enlever ton masque une fois que tu es dans la classe? Parce que c'est équipé. Équipé par quoi? Ah. Par des filtres? Par des filtres. Ils ont posé des filtres anti-UV? Oui. Alors, donc, Soumaya, tu m'as dit qu'il y avait des filtres à tes fenêtres à l'école, donc filtres qui te permettent de retirer ton équipement. Est-ce que ces filtres sont un équipement qui est courant dans toutes les écoles fréquentées par des enfants de la Lune en France, ou est-ce que ça n'est pas le cas dans toutes les écoles, et qui paye ces équipements? Alors, dans la majorité, c'est effectivement des écoles qui ont été équipées par les collectivités. Donc, tout dépend si c'est l'école maternelle primaire, ça va être les mairies. Tout ce qui est collège, c'est les conseils départementaux et lycée, conseils régionaux, puisqu'ils ont chacun la compétence. D'accord. Et ils ont à leur charge donc les bâtiments. Honnêtement, voilà, ça reste quand même très rare qu'un enfant ne soit pas équipé parce que, étant donné qu'ils sont reconnus avec un handicap, à ce moment-là, il y a la loi de 2005
sur le handicap qui oblige les bâtiments publics à s'équiper pour recevoir un public en situation de handicap. Donc, on y arrive avec parfois plus ou moins de difficultés, mais globalement, on a cette chance aujourd'hui que tous les enfants sont scolarisés, sauf choix personnel de la famille. Ça reste très rare. Et on a même des universités qui nous contactent pour faire les équipements nécessaires pour accueillir des adultes, des jeunes adultes qui viennent d'avoir leur bac. Donc, on a parlé de l'école. Qu'en est-il des activités autour de l'école, des activités périscolaires? Est-ce que, Soumaya, tu pratiques des activités en dehors de l'école? Au basket. Au basket. D'accord. Et le club de basket va-t-il être équipé de ces fameux filtres? Ou est-ce que c'est dans une salle, du coup, non exposée à la lumière? C'est une salle, en fait, c'est un gymnase qui déjà a été fait récemment. Oui. En règle générale, les nouvelles constructions, sont faites de sorte que les enfants de la Lune peuvent pratiquer à l'intérieur sans leur protection. D'accord, parce C'est qu'ils utilisent des lampes LED, c'est ça? Voilà, pour la plupart. Ou alors, par exemple, les plafonds sont assez hauts. Donc, au niveau des lumières, ça n'atteint pas vraiment l'enfant de la Lune de près, en fait. Sachant que pour avoir une certitude qui est à zéro risque pour l'enfant de la Lune, l'association a fabriqué un appareil en collaboration avec des ingénieurs qui s'appelle le dosimètre. C'est un appareil qui permet de calculer les UV en temps réel. Et donc, nous, à chaque fois, lorsqu'on veut effectuer quelque chose avec l'enfant de la Lune, on va tester avec cet appareil pour savoir si l'enfant de la Lune pourra justement faire ou pas faire sans ses protections. D'accord. En temps réel, on teste, voir s'il y a des UV ou pas, en fait. Donc ça, c'est vous qui l'avez financé? C'est vous qui avez financé la recherche ou c'est vous qui avez financé les appareils? En fait, c'est un projet qui date de 2015. On a eu la chance de rencontrer des ingénieurs qui ont eu envie de nous aider, qui sont des physiciens, donc pour qui les UV ne sont pas, c'est pas une science compliquée comparée à nous, parents. On est arrivé avec un vieil appareil que nous utilisions jusqu'alors, qui est un appareil qui nous coûtait 3 000 euros, qui venait des États-Unis, qui était très contraignant, lourd, fragile, enfin voilà, plein de défauts, mais qui, ceci dit, voilà, on avait quand même cette chance-là de l'avoir. Et pendant 5 ans, en fait, ils ont travaillé pour nous proposer un appareil plus petit, plus facile à mettre dans le cartable, pas fragile, et surtout qui est une production qui est faite en France, avec une société d'insertion. Donc, en plus, il y a une belle histoire autour de tout ça, avec une solidarité autour de ce projet-là. Et effectivement, on a gagné le prix de l'insertion sociale de la Fondation Groupama. Donc, ça représentait 20 000 euros, ce qui nous a permis en fait de lancer une production de 120 nouveaux petits dosimètres qu'on a distribués fin d'année dernière et puis début de cette année. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des traitements ou est-ce que vous savez si la recherche avance en termes de traitement contre cette maladie? Où en est la recherche aujourd'hui? Si toutefois il y a une recherche engagée du fait que ce soit une maladie orpheline. L'association finance de la recherche depuis toujours. Hein. Il faut commencer par quelque chose et on a quelques laboratoires qui sont quand même intéressés par la maladie. C'est une maladie, comme je disais, qui a un vieillissement accéléré de la peau, donc ça peut être intéressant pour des laboratoires cosmétiques. Et le cancer de la peau, c'est une première cause mondiale, hein, on en entend de plus en plus parler. Donc, on a financé des laboratoires. Après, ça reste très long, on le sait, hein, dans la recherche médicale, c'est souvent très long. On espère qu'il y aura un jour un traitement, mais comme l'a dit Assia tout à l'heure, il n'y a pas de traitement aujourd'hui et la seule façon de prolonger l'espérance de vie de nos enfants, c'est de protéger la peau des UV et de leur permettre une vie sociale presque normale malgré tous ces équipements. Est-ce que on parle souvent, enfin on parle tout le temps des enfants de la Lune. Maintenant, j'aimerais vous demander
quid de l'adulte de la Lune? Eh bien, puisqu'on a mis en place la photoprotection depuis 20 ans maintenant, depuis plus de 20 ans, on a de plus en plus d'adultes qui auraient probablement dû décéder s'il n'y avait pas eu cette mise en place de ce qu'on appelle, nous, la photoprotection, hein, protéger la peau des UV. Et donc, on en a de plus en plus. Alors, le chiffre exact, je ne saurais pas vous dire, mais comme je disais tout à l'heure, on a des universités qui nous contactent, on a des adultes qui travaillent aujourd'hui. On est dans cette continuité-là. Donc, voilà, on en a de plus en plus âgés, de 30, 40 ans, qui font partie de l'association. Vous avez des choses à ajouter concernant la maladie en soi et ce que ça implique au quotidien? Peut-être une chose, au quotidien, en fait, c'est une maladie qui nous impose une logistique et une anticipation sur tout ce qu'on doit faire. Voilà, une petite sortie au musée ou à la piscine, ça peut voilà, engendrer une anticipation, une prévisite avec notre appareil pour vérifier que notre enfant va pouvoir faire cette sortie sereinement. On peut avoir parfois des déceptions sur certains lieux en se disant bah, finalement il va devoir garder son équipement tout le long de la visite et du coup reprogrammer ça à une autre période dans l'année où il fait moins chaud. Donc, c'est voilà, toute une logistique, une anticipation autour de l'enfant. Idem sur les sorties scolaires avec notre enfant. On essaye parfois de faire comprendre à l'enseignant, dans la mesure du possible, d'essayer de programmer des sorties bah, voilà, sur des journées plutôt pas trop chaudes pour que l'enfant puisse en profiter. Mais ceci dit, voilà, comme le discours qu'a l'association auprès des familles qui viennent d'apprendre la maladie, c'est que c'est compliqué, ça va être difficile, mais que ce n'est pas insurmontable et qu'on arrive à faire plein de choses avec nos enfants. Et justement, est-ce qu'il y a des choses qui sont totalement interdites? Bon, hormis, bien entendu, l'exposition au soleil, je pense que ça, on l'a acquis, mais est-ce qu'il y a des activités qui sont totalement interdites ou c'est vraiment tout ce qui est lié à l'exposition pure au soleil? Alors, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'exposition pure au soleil euh, et je dirais à la résistance de l'enfant face à la chaleur. Je sais que pour ma part, ma fille a très très vite chaud, donc on est très vite limité quand il y a des journées très chaudes. Mais je connais un autre enfant de la Lune pour qui il n'y a pas du tout d'impact et les parents ont pu aller au Puy du Fou en plein mois de juillet. Voilà, ça va vraiment dépendre de l'enfant et sa résistance, sa capacité. À partir du moment où ils sont complètement équipés, ils sont complètement protégés des UV. Donc après, on parle plus même si j'aime pas trop ce mot parce que c'est au-delà du confort, mais plus voilà, d'un ressenti de chaleur ou pas en fonction de chaque enfant. En tant que parent, on va vouloir protéger, voire surprotéger son enfant. Et quand on se permet de sortir à l'extérieur avec son enfant qui a ses protections, c'est nous-mêmes qui allons faire en sorte comment dire, on le voit, il supporte le masque au bout de 1 heure, 2 heures et tout. Et nous, enfin moi personnellement, je vais au bout de, par exemple, avant-hier, j'étais chez une amie, on était invité à un goûter et c'est pas très chaud, mais je vais éviter à Soumaya de porter son masque pendant des heures et des heures pour aussi que ça fasse pas, que ça engendre pas un peu comme un dégoût de la protection. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Oui, tout à fait. on va quand même anticiper ces choses-là aussi pour que plus grandes, elles ne disent pas un jour, oh, je ne vais plus porter tout ça. Enfin, il faut qu'on fasse attention à ça aussi en tant que parent, de savoir tout concilier, de prendre tout en considération, quoi. Alors, je vais peut-être poser une question idiote, hein, mais Il n'y a pas de question voilà, idiote. est-ce qu'au bout d'un moment, pour l'enfant, Soumaya, tu peux me répondre hein, si tu en as envie. Est-ce qu'au bout d'un moment, cette protection, cet ensemble de protection ne fait pas partie intégrante de son quotidien et c'est quelque chose d'acquis comme
euh, comme on, c'est un peu réducteur, mais j'ai envie de dire comme on met une barrette dans les cheveux ou comme on met ses lunettes le matin parce que sinon on n'y voit rien. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas quelque chose qui est intégré justement comme voilà, ça fait partie de, de ma survie et j'en ai besoin. Bon, voilà, je l'ai intégré. Ou est-ce que ça reste quelque chose qui est difficile euh, à gérer au quotidien? Non, c'est devenu un automatisme en fait. Parfois même, voilà, en tant que maman, on est tellement dans le speed le matin, à vouloir se préparer rapidement pour aller à l'école. Et je sais très bien que, enfin, je la laisserai jamais sortir sans son masque. Mais des fois, je suis là, mes deux filles croient que je vais sortir, je m'apprête à sortir de chez moi. Et maman, mais Soumaïa, elle n'a pas son masque. Je dis non, mais vous inquiétez pas, les filles, elle va pas sortir, je vais pas oublier de lui mettre. Enfin, comment dire, d'elle-même, en fait, elle a tellement l'habitude qu'elle ne se verrait pas sortir sans son masque. Bien sûr. Elle s'auto-protège, en fait, comme ça fait plus de 5 ans qu'elle vit avec la maladie. Elle a tellement l'habitude que maintenant, ça fait partie d'elle. Après, je ne dis pas que elle l'accepte totalement parce qu'il y a des réflexions du style, surtout dans cette période de l'été où on voit toutes les personnes s'habiller d'une certaine façon, où sa grande sœur, elle voit ne serait-ce que sa grande sœur s'habille en robe, elle me dit ah, mais j'aimerais bien m'habiller comme elle, mais là, ouais, mais tu peux pas. Mais il y a quand même comment dire, ces réflexions, mais après on est là en tant que parents pour justement leur expliquer que la maladie, elle est là, qu'on ne peut pas faire comme si elle n'était pas là, et qu'il faut vivre avec, accepter. Et dans tous les cas, comment dire, on n'a pas le choix, quoi. Donc, il Bien faut sûr. rester fort et voilà, quoi. Ça fait justement partie des questions que je voulais vous poser, mais je ne voulais pas vous la poser devant Soumaya. Elle est partie. Même si c'est aussi difficile en tant que parent, voilà. Mais justement, le regard des autres, le Mm. regard des autres. Comment les camarades de vos enfants ont-ils réagi en les découvrant à l'école avec leurs équipements? Est-ce que ça pose des problèmes d'intégration ou au contraire, c'est parfaitement expliqué, parfaitement accepté? Est-ce que l'école joue son rôle aussi d'information? Donc, vous, en tant que maman d'enfants qui ont ces équipements et cette maladie au quotidien, comment ça se passe à l'école? Comment c'est perçu? En fait, elle est super bien acceptée. À partir du moment où Soumaya aurait dû faire sa rentrée en toute petite section, et dans l'année où elle aurait dû faire sa rentrée en toute petite section à 2 ans, c'est dans l'année où on a eu la confirmation de la maladie, en fait. Donc, durant cette année, comment dire, la maîtresse de toute petite section nous a quand même acceptés dans la classe, à ma demande aussi, pour, comment dire, que ses camarades, enfin, ses futurs camarades aient l'habitude de la voir et qu'elle aussi, elle s'habitue à être au milieu de toutes ces personnes. Donc, il y a déjà eu ce travail de fait d'acceptation. Et vraiment, à cet âge-là, ils sont bienveillants, en fait. Donc, il n'y a aucun problème. Même le corps enseignant, enfin, voilà, ils cherchent à expliquer. Quand il y a des questions, on y répond. Bah, c'est vraiment dans la bienveillance, en fait. Ça a toujours été comme ça. Et jusqu'à maintenant, là, elle a fait toute sa maternelle il y a quelques années. Elle a faire sa CE1. Et du coup, là, en primaire, c'est pareil. En fait, la directrice de la primaire cherche vraiment à bien accueillir Soumaya, à ce qu'elle soit bien adaptée. Ils font vraiment attention. Ils veulent bien faire les choses pour que Soumaya soit en sécurité, mais vraiment au maximum. Donc, franchement, il y a rien à dire à ce niveau-là. Elle est vraiment bien acceptée à 200%, je dirais. Du coup, pour compléter, effectivement, je pense qu'à différents stades de l'âge de l'enfant, le regard va être complètement différent. L'acceptation, elle est effectivement au niveau du milieu scolaire relativement très bonne, puisqu'il y a aussi
tout un travail qui est fait par les parents et par l'équipe pédagogique en amont. On a plein de parents au sein de notre association avec plein d'idées. On a une maman, par exemple, qui a rédigé un petit flyer pour présenter sa fille, expliquer la maladie et surtout dire, plutôt que de juste nous regarder du coin de l'œil, n'hésitez pas à venir nous poser des questions pour dédramatiser en fait les choses. Et c'est vrai que c'est des outils que nous, au sein de l'asso, on essaye de diffuser au maximum parce que tous les parents n'ont pas cette capacité-là non plus. Et donc, voilà, il y a quand même relativement beaucoup de bienveillance. Je pense qu'on vit à une époque aussi où le handicap est quand même beaucoup mieux accepté qu'il y a quelques années et où c'est même accepté comme étant une richesse quand on a un enfant avec un handicap au sein de son école. Est-ce que vous vous sentez représenté dans la société? Est-ce qu'on parle suffisamment de la maladie à votre goût? Et question sous-jacente, est-ce qu'il existe une journée dédiée à cette maladie? Alors non, il n'y a pas de journée dédiée à cette maladie, il y a une journée maladie rare. C'est le 28 février ou le 29 les années bissextiles, puisque c'est une journée rare. On rentre plus dans le cadre, je pense, de manifestations autour de maladies rares, parce que ce que l'on vit, beaucoup d'autres maladies rares le vivent. On est quand même 20 millions de personnes avec une maladie rare en France, ce qui est énorme. Il y a plus de 1000 maladies rares. Et la problématique, elle est plus dans la prise en charge du fait de la rareté de la maladie que de la maladie elle-même. Ensuite, sur le regard, je pense que notre maladie est quand même plutôt connue. Après, bon, moi, je suis présidente de l'association depuis 8 ans, donc c'est vrai que je suis au quotidien dans la maladie et dans l'association, donc c'est peut-être un sentiment qui est faussé. Asia, peut-être que toi, tu n'as pas le même regard. Mais j'ai quand même le sentiment, en tant que maman, quand je sors avec ma fille, on a très souvent des regards avec des gens qui disent « Ah, c'est une enfant de la Lune ». Oui. Donc, je pense qu'on a quand même, probablement grâce au masque, qui a quand même cet impact visuel et qui est marquant. Du coup, les personnes relativement connaissent quand on dit c'est un enfant de la Lune, bah, ils comprennent tout de suite « Ah, c'est les enfants qui doivent se protéger du soleil ». Une chose dont on n'a pas parlé sur la maladie, c'est qu'on ne parle que de la protection de la peau parce que c'est ce qui est le plus important. Mais on a en réalité 8 formes de la maladie, dont certaines provoquent une dégénérescence neurologique. Chez certains patients, c'est encore plus rare au sein même de nos malades. Par exemple, en France, ça représente, je crois, 4 ou 5 cas qui ont des formes pour lesquelles ils vont développer une dégénérescence neurologique. Et c'est important aussi de le souligner puisque voilà, ils perdent leur capacité à marcher, à parler. Et ça se rajoute au fait de devoir en plus se protéger la peau des UV. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour vous aider à accepter la maladie et à affronter la maladie? Parce que vous devez affronter une maladie. Il devrait y avoir une prise en charge psychologique, mais là, c'est une prise en charge qui est complètement laissée à la charge de la famille. C'est une prise en charge pour laquelle, en plus, il faudrait que l'enfant soit suivi, que la fratrie soit suivie, que les parents soient suivis, parce que ça a un impact sur le quotidien qui est tel. Je vais faire un peu ce parallèle avec ce qu'on vit depuis 1 an et demi avec le Covid, qui a eu un impact fort sur notre quotidien. On vit exactement la même chose quand on apprend la maladie. Malheureusement, cette prise en charge, elle est possible uniquement via les hôpitaux, mais c'est pas pareil, c'est pas une prise en charge de proximité. Et ça, pour le coup, je le déplore vraiment parce qu'il n'y a pas de prise en charge et que ça devient très, très vite coûteux pour les familles. Et ça serait, je pense, un plus phénoménal d'avoir justement ce suivi d'un point de vue psychologique parce que comme c'est un quotidien qui est lourd, je pense que ça ferait énormément de bien d'avoir ce côté-là, ça c'est sûr et certain. Oui, il y a des moments où on doit avoir besoin de se reposer, d'avoir un soutien, un socle qui nous porte un petit peu quand on baisse un peu les bras. Et ça, c'est peut-être ce que vous apporte l'association, justement.